Si je devais résumer ton livre, Iman, ou ce qui m'a le plus touchée, je dirais que c'est cette manière que tu as d'aborder un sujet extrêmement complexe, l'islamo-gauchisme, par le biais de l'intime, en nous racontant ton histoire d'amour insensé avec un avocat qui se passionne pour la cause des musulmans de France. Mais c'est aussi cette réflexion passionnante que tu mènes sur la question de l'identité et de l'assignation identitaire, à la fois au sein de la société, mais surtout au sein du couple. À l'heure où on n'a jamais autant parlé d'identité qu'aujourd'hui. Et tu en fais un formidable sujet de littérature. Mais toi, dis-nous, de quoi parle À gauche du lit? À gauche du lit, c'est une histoire d'amour entre deux personnes que tout oppose. Farah est professeure de lettres franco-tunisienne. Elle est laïque, républicaine, libre. Et elle est très ébranlée par la récente décapitation d'un collègue. Albert a 2 fois son âge, c'est un avocat blanc, bourgeois, de ceux que l'on dit islamo-gauchistes. Ils se prennent d'un amour fou, se surnomment les combattants. Chacun, même ensemble plutôt, ils dépassent tous les remous de l'actualité. Cours de justice pour l'un, cours de récré pour l'autre, mais ils s'aperçoivent bien vite que les deux cours communiquent. Donc, tout va bien, ils arrivent à tasser leurs divergences jusqu'à ce qu'une affaire vienne les attiser quand Albert décide de défendre Sadiki Marwan, un prédateur sexuel islamiste qui ressemble en tout point à un oncle de Farah avec lequel elle a eu à vivre l'horreur en Tunisie. À ce moment-là, elle se pose des questions sur la liberté intellectuelle qu'elle accorde à son compagnon et même sur le droit qui permet de juger équitablement la monstruosité de ces êtres dont elle a vécu l'horreur jusque dans sa chair. Et les lignes de démarcation entre les deux, entre le combat qu'ils mènent chacun, deviennent de plus en plus floues. Farah s'interroge et finit par se demander si tous les deux restent finalement du même côté. Et qui dort finalement à gauche du lit. Et qui dort à gauche du lit. Oui, partagent-ils le même combat? C'est un petit peu tout l'enjeu de l'intrigue de ton roman, qui tourne autour de ce double questionnement. Comment une jeune femme qui se définit avant tout comme une Française moderne va être indirectement ramenée à son statut d'arabe par les luttes de son compagnon, qui défend ardemment la cause des musulmans de France, et comment trouver une porte de sortie à l'assignation identitaire alors même qu'elle ne le trouve pas dans le regard amoureux. Et à cela s'ajoute aussi la question de l'impact du terrorisme sur elle-même d'abord, comment éviter l'équation arabe égale terrorisme, et sur son couple, comment vivre avec un homme qui défend des terroristes islamistes, ceux-là même qui ont décapité son collègue. Oui, Farah, de toute façon, se sent un petit peu comme un miroir, toujours. Elle est arabe de France, elle est franco-tunisienne, elle est arabe tout court, tout dépend toujours du regard, mais elle remarque que tout le monde se demande quel type d'arabe elle est. C'est ce qui est quand même assez particulier. Tout le monde ne se lève pas en se demandant que vont penser les autres de votre identité. C'est d'ailleurs aussi le titre d'une tribune que j'ai publiée au Huffington Post, quel type d'arabe je suis. Ces élèves aussi sont épuisés d'être acculés à cette identité toujours flottante, divergente, et ils sont stigmatisés à tel point que Youssef, un de ses élèves les plus sages, les plus brillants, va déraper face à un journaliste, va se montrer provoquant, voilà. Et d'ailleurs, Albert va prendre sa défense. Et c'est jusqu'à l'amour qui unit Albert et Farah, jusque dans cet amour que se pose la question. Albert rend fréquemment visite à une de ses prisonnières, une terroriste algérienne, et Farah finit par se demander s'il n'aurait pas aimé qu'elle soit cette terroriste quelque part. Il s'appelle Albert en hommage à Albert Camus. Quelque part, il a une vision romantique du terrorisme. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Albert, oui. Tu me disais récemment que les différentes vagues d'attentats, et en particulier celui contre Samuel Paty, avaient été un déclencheur à ta démarche d'écriture. Oui, cet attentat pèse sur toutes mes épaules. Au moment, en 7 octobre 2020, quand ça arrive, je suis prof, je suis écrivain, je suis femme issue du monde arabo-musulman et je me sépare d'un homme politique engagé. C'est une grande lourdeur, je ne peux plus échapper à cette question-là. Par le même moment, j'ai une amie qui poste sur Facebook, alors vous, les écrivains, les artistes, les intellectuels, vous êtes tous des lâches, vous ne dites rien sur le sujet. Et c'est vrai que ça fait un grand moment que je me pose la question, est-ce que je suis lâche de ne rien écrire sur le sujet ?
Mais en même temps, je ne veux pas écrire sur le sujet juste parce que je suis issue du monde arabo-musulman et que je dois me justifier. Et en réalité, comment dire, c'est venu à ce moment-là comme une urgence d'écrire de toutes les manières et à travers ces deux personnages, cet amour entre Farah et son avocat dit islamo-gauchiste, je peux le faire d'une manière qui me ressemble. Avant, à Gauche du Lit, je m'étais déjà exprimée sur les sujets de l'immigration, de l'identité à travers Les Femmes au Miel et à travers Hôtel Miranda, où je me posais la question de quelle femme serais-je devenue si j'avais grandi là-bas, avec les injonctions qui étaient celles de ma famille, etc. Mais l'islamisme, c'est autre chose. L'islamisme, ça fait peur. Et y compris aux écrivains, très menacés. Mais aujourd'hui, c'était le moment. Et puis, je me suis posé aussi beaucoup la question de la légitimité. Qui suis-je, moi, pour parler d'islam radical? Je comprends. Et finalement, tu as choisi de partir de ton histoire d'amour pour traiter ce sujet. C'est probablement ce qui m'a le plus, ce qui me bouleverse le plus dans ton texte, c'est la sincérité du propos. Finalement, c'est quoi? C'est l'histoire d'amour profonde entre deux personnages que tout oppose, perdus dans leurs propres identités, dans leurs propres histoires, dans ce que leur envoient les lois, la société, les médias, et finalement perdus dans cet amour qui leur tombe sur les bras. Oui, il y a quelque chose de désespéré dans leur amour, comme il y a quelque chose de désespéré dans l'époque, finalement, c'est ça. Mais tu vois, malgré la complexité du sujet et de cet amour, ton livre est plein de tendresse, d'humour. Tu as beaucoup d'humour et de sagacité. Tu ne tombes à aucun moment donné dans le drame ou dans l'amertume. Ce qui fait qu'en plus d'être un livre passionnant, c'est un livre terriblement attachant. Oui, je te remercie maintenant. Mettons que... À partir du moment où c'est pas noyé entre les deux rives, je pense au drame des migrants, bien sûr, qui est de plus en plus tue et qui est de plus en plus augmentant, mais aussi symboliquement noyé entre les deux rives, il reste une place pour l'humour. Dans Les Femmes au Miel, dont le sous-titre était Histoire joyeuse de l'immigration, je parle de ça. Ma grand-mère et ma mère ont eu des destins très tragiques. Ma grand-mère a été mariée au sortir de l'enfance, elle a tué son propre enfant par ignorance. Ma mère a été privée d'école, c'est resté une grande douleur et pourtant elles ont trouvé la voie du rire. Le personnage d'Albert aussi est drôle, oui. Parfois à ses dépens. Il est maladroit, il fait tout tomber. Quand Farah s'approche pour l'embrasser, il parle du pangolin. il détourne toujours les grandes émotions par le rire. Et son sens de l'autodérision le sauve aussi parce qu'Albert a perdu l'usage de son bras gauche, qui est symboliquement celui du combat, de la lutte. Et pourtant, il en rit, le premier. Et il arrive à en rire le premier. C'est Flaubert qui disait que le rire était la plus haute manière de voir la vie, entre dédain et compréhension. Ce n'est pas sans rappeler le personnage d'Albert. Oui. Mais une autre de tes grandes forces, Iman, c'est de ne jamais imposer d'idées ou de parti pris. Tu n'es pas là pour trancher, mais pour alimenter la réflexion, la discussion, pour déjouer les préjugés. Et à l'heure où la parole est de plus en plus radicale et les débats exacerbés, notamment sur ce sujet, oui. Je trouve que la nuance et la subtilité que tu amènes font beaucoup, beaucoup de bien. Oui, je suis fatiguée un peu de cette société TripAdvisor, là, un petit peu, où tout le monde a un avis sur tout, et très tranché. On dirait que tout le monde a lu le Coran, ses interprétations multiples, ses exégètes, alors que moi-même, qui en ai toujours vu un trôner dans le salon de ma mère, je ne l'ai jamais ouvert. Il y a des simplifications. Aujourd'hui, en fait, dans la presse, les médias, les réseaux, il y a Mohamed le bon d'un côté, Mohamed le méchant de l'autre, les médaillés, les terroristes. Mais au milieu, tous ces Mohamed, Monsieur Tout-le-Monde, ils sont totalement gommés. Et ça se ressent partout. C'est-à-dire que la confusion règne au point que, par exemple, dans le procès de Charlie Hebdo, l'avocat a parlé du gardien de la paix assassiné en le nommant Mohamed Merah, du nom du terroriste. C'est une confusion terrible. Il a présenté ses excuses, il a dit que c'était un lapsus incompréhensible, mais en réalité, je le comprends très bien parce que le terrorisme et les réseaux sociaux ont pris complètement possession de nos cerveaux dans un monde binaire. Moi, je me bats contre cet effroi imposé et cette binarité imposée par cet univers-là. L'écriture permet une mise au mouvement de cette fixité et de ces fixations. C'est permet un mouvement contre l'effroi.
J'ai la sensation qu'il y a une volonté de réhabilitation, de réparation. Oui, et à bien des niveaux, parce que dans le huis clos avec l'écriture, dans mon propre huis clos avec l'écriture, je me suis réinterrogée aussi sur ma vie de femme. Jusqu'où est-ce que je suis restée moi-même écartelée entre les mémoires et les cultures. Et il y a aussi ce moment où la fille de mon héroïne, Farah, interroge sa mère, ne veut pas devenir maronte. Un mot qui, entre marron et honte, ouais. voilà, c'est quelque chose qui m'est arrivé avec mon fils après la décapitation de Samuel Paty, et je ne veux plus jamais que ça arrive. Je ne veux plus que personne, j'aimerais que plus personne n'ait honte d'être marron, de cette belle couleur marron. Je crois que c'est la plus belle manière de conclure. À gauche du lit sortira donc le 3 septembre. C'est un roman politique et intime, nuancé, profondément humaniste, qui, je ne vous l'apprends rien, s'inscrit en plein dans l'actualité. Et je suis convaincue qu'il touchera de très nombreux lecteurs.